Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition à la une de ce jeudi 18 décembre. Lancement de la célébration de la Journée internationale de la langue arabe présidée par le Premier ministre. La cérémonie sera également marquée par la remise du prix du Président de la République pour la littérature et la langue arabe. Ouverture de la 33e édition de la foire de la production algérienne. Plus de 600 entreprises publiques et privées prennent part à cet important rendez-vous économique. Et la formation professionnelle dans le pays se renforce avec le lancement d'un réseau national de 18 centres d'excellence. L'objectif est de développer les compétences, de stimuler l'innovation et de répondre aux besoins du marché du travail. À J-3 de la Coupe d'Afrique des Nations de football, des interrogations subsistent sur la capacité du Maroc à accueillir ce tournoi. La situation sur le terrain révèle une préparation loin des annonces officielles. Les récentes intempéries qui ont mis en évidence des dysfonctionnements dans plusieurs infrastructures sportives. Bienvenue à tous. Nous entamons cette édition avec la Journée internationale de la langue arabe célébrée chaque 18 décembre. À cette occasion, le Premier ministre Séfirrié préside au Centre international des conférences Abdelatif Rahal à Alger le lancement de la célébration de cette journée internationale ainsi que la remise du prix du Président de la République pour la littérature et la langue arabe dans sa première édition. Dans l'actualité également, ouverture de la 33e édition de la foire de la production algérienne, organisée sous le haut patronage du président de la République Abdelmadjid Tebboune au Palais des Expositions d'Alger. Plus de 600 entreprises publiques et privées prennent part à cet important rendez-vous économique. Placée cette année sous le slogan « L'Algérie construit son avenir », cette édition, qui se tient jusqu'au 27 décembre, a pour objectif de mettre en valeur le potentiel de l'économie nationale à travers l'ensemble des secteurs d'activité. La manifestation à laquelle participent également des start-up, des artisans et des acteurs des industries traditionnelles se veut un espace stratégique de valorisation des capacités productives des entreprises algériennes et de promotion de leur savoir-faire. Et dans l'actualité également, l'Algérien Farid Rezali a été officiellement installé hier à Brazzaville en qualité de nouveau secrétaire général de l'Organisation des pays africains producteurs de pétrole. Cette installation marque une étape clé dans le processus du renforcement du rôle de l'organisation dans la promotion de la coopération énergétique africaine. Énergie à présent, avec ce nouveau pôle énergétique à l'Arwat, le secteur connaît un développement remarquable dans cette wilaya qui abrite déjà 5 centrales électriques, dont une photovoltaïque et 2 autres sont en cours de réalisation. L'excédent d'électricité produit profitera à tout le pays grâce à l'interconnexion du réseau national. Amira Sefta. À Hassir-Mel, au cœur de la wilaya de l'Arwat, un nouveau projet viendra renforcer la carte énergétique nationale dès janvier 2026. La centrale électrique de Tilremt 2 s'apprête à entrer en exploitation avec une capacité dépassant les 360 MW. Dotée de 2 turbines à gaz, elle vient en appui à Tilremt 1 et 3, dans une région qui s'impose aujourd'hui comme un véritable pôle énergétique. L'Arwat fait partie des rares wilayas du pays à abriter 5 centrales électriques, dont une photovoltaïque en plus de 2 autres en cours de réalisation, générant un excédent d'électricité qui bénéficiera à tout le pays grâce à l'interconnexion du réseau national. La centrale Tilremt 2, qui produira environ 368 MW, a été réalisée par des équipes algériennes. Son raccordement au réseau est prévu d'ici la fin de l'année. Parallèlement, les travaux de renforcement des lignes de transport d'électricité avancent à un rythme soutenu. La première phase prévoit une liaison entre Hassir-Mel et El Mnea sur plus de 390 km
afin de relier efficacement le sud au nord du pays. Au-delà de la production, l'Algérie exporte aussi son expertise énergétique en formant des cadres de plus de 14 pays africains au sein des écoles spécialisées du groupe Sonalgaz. Le chantier est sur la bonne voie et le projet sera livré dans les délais contractuels. Fondation et génie civil achevés, montage des structures métalliques en cours et prochainement nous entamerons les extensions des lignes électriques. Avec ces projets structurants, l'Arwat confirme son rôle de locomotive énergétique, contribuant avec une couverture de 100% en gaz naturel et 87% en électricité, tout en consolidant le lien sud-nord au sein du réseau national. Et la formation professionnelle dans le pays se renforce avec le lancement d'un réseau national de 18 centres d'excellence. Ces structures visent à développer les compétences, stimuler l'innovation et répondre aux besoins du marché du travail. Sami Dakhli. Former mieux, utile et prêt à l'emploi. L'Algérie s'apprête à franchir un cap dans la formation professionnelle avec la création de centres d'excellence répartis à travers le territoire national. Objectif affiché, adapter les compétences des jeunes aux besoins réels de l'économie. Loin d'être de simples lieux d'apprentissage, ils se veulent de véritables pôles de savoir-faire équipés de technologies modernes, spécialisées par filière et connectés directement au monde de l'entreprise. L'objectif de cette rencontre, c'est de voir à peu près les bonnes pratiques qui sont utilisées, que ce soit en Europe, en Amérique, pour justement qu'il y ait cet échange et faire ressortir quelles seraient les bonnes pratiques, y compris les bonnes pratiques qui sont mises en œuvre en Algérie. Leur mission, former une main-d'œuvre qualifiée, opérationnelle et immédiatement employable. Chaque centre répondra aux spécificités économiques de sa région pour soutenir la production locale et réduire le décalage entre formation et emploi, en misant sur des enseignements ciblés, pratiques et certifiants. Ces centres doivent permettre une insertion professionnelle rapide, mais aussi la création d'activités et de start-up innovantes. L'UNESCO Unovoc est le centre de l'UNESCO qui s'occupe des questions d'enseignement technique et de formation professionnelle. Et à travers notre réseau Unovoc, nous essayons aussi d'apporter l'expertise, l'expérience au sein de ce réseau pour pouvoir répondre aux besoins des pays. Aujourd'hui, nous sommes là parce que l'UNESCO a mis sur pied un partenariat avec la GIZ pour accompagner l'Algérie dans sa réforme en lien avec la mise sur pied de 18 centres d'excellence. Nous sommes là en appui au ministère de la formation professionnelle en Algérie dans la mise en place de sa réforme et notamment dans la mise en place d'un réseau de centres d'excellence. L'UNESCO, avec l'appui de la GIZ, ont contribué à l'organisation de ce séminaire international pour appuyer par la mobilisation aussi d'experts dans des 4 continents du monde. Un pari sur l'avenir des compétences et de l'innovation nationale. La formation professionnelle devient un levier de développement, un outil d'excellence au service de la jeunesse et de la croissance du pays. Et à l'étranger, dans la bande de Gaza, le bilan des victimes continue de s'alourdir. Un bébé palestinien d'1 mois est tombé en martyr ce matin à Khan Younes en raison du froid intense qui sévit dans la région. Au total, 13 Palestiniens sont tombés en martyr à cause de la tempête et des conditions climatiques. Ces chiffres reflètent la gravité de la situation humanitaire, en particulier pour les enfants et les personnes déplacées vivant dans des abris de fortune mal équipés pour résister au froid. Les agences humanitaires opérant en Palestine occupée ont appelé l'entité sioniste à lever les nouvelles restrictions qui bloquent l'accès à la bande de Gaza et obligent les organisations caritatives internationales à suspendre leur activité, avertissant contre le risque d'effondrement des opérations d'assistance. À quelques jours du début de la Coupe d'Afrique des Nations de football, des interrogations subsistent sur la capacité du Maroc à accueillir ce tournoi. Sur le terrain, les constats semblent contredire les discours officiels, en particulier après les récentes intempéries ayant causé d'importantes inondations qui ont mis en évidence des dysfonctionnements dans plusieurs infrastructures sportives. Milad Hanin.
À quelques encablures du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, les préparatifs de ce grand événement sportif ne semblent pas au point. La situation sur le terrain révèle une préparation loin des annonces officielles. Plusieurs stades marocains récemment rénovés ou livrés, censés répondre aux normes internationales, présentent déjà des défaillances majeures, incompatibles avec l'organisation d'un événement continental. Après les dernières pluies, des dysfonctionnements ont été constatés. Infiltration d'eau dans les tribunes, dégradation rapide des pelouses, panne dans les installations techniques de base. Ces anomalies, largement documentées, mettent en lumière la fragilité de structures censées accueillir des matchs continentaux avant même le début de la compétition. La communication officielle masque une réalité préoccupante. Les infrastructures montrent déjà leurs limites, tandis que les besoins essentiels des citoyens sont négligés au profit de projets dits spectaculaires. Pour organiser la Coupe d'Afrique, il faut d'abord respecter la dignité des citoyens. Sans un peuple respecté et pris en compte, aucun événement ne peut être réussi. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous? Cette ville d'histoire est laissée à l'abandon, tandis que l'argent du peuple est dépensé pour les événements de football. Au Maroc, les récentes catastrophes ont révélé l'échec du Merzen à protéger ses citoyens. Un Merzen qui préfère soigner son image au détriment de sa population. Sport football à présent avec la sélection nationale qui poursuit sa préparation au centre technique national de Sidi Moussa en vue de la Coupe d'Afrique des Nations. Les protégés de Petkovic débuteront le tournoi mercredi prochain contre le Soudan à 16h avec l'objectif d'aller le plus loin possible lors de cette CAN. Je vous invite à écouter les déclarations de quelques joueurs en zone mixte. On se prépare comme il se doit, en salle, sur le terrain. On y met tous le meilleur de nous-mêmes. Et puis Inch'Allah, on sera prêt le jour du match. Et puis voilà, il y a de très bonnes relations entre nous, entre le staff, entre les joueurs. Donc Inch'Allah que ça va bien se passer. On continue à travailler pour essayer de travailler le plus possible avant de commencer cette compétition. On a hâte que tous ici, même ceux qui ils ont fait plusieurs CAN, on est tous impatients. On espère que ça va bien se passer, Inch'Allah. Et comme j'ai dit, on travaille pour et on a hâte que ça commence. Alhamdoulilah, on est content déjà de tous se retrouver et tout le monde est en forme. Donc ouais, pour l'instant, ça se passe bien. La télévision algérienne a acquis les droits de diffusion de 15 matchs de la CAN 2025. Tous les matchs de l'équipe nationale seront diffusés, des matchs que vous pourrez suivre sur la chaîne terrestre. La radio Chaîne 2 en langue amazigh a diffusé le 2e numéro de son émission Forum des sports consacré à un fléau majeur dans le monde du sport, le dopage et la consommation de drogue. Notre journaliste Hakim Keshroud était présent à ce rendez-vous mensuel de la chaîne dont voici le compte rendu. Un sujet dont on parle très souvent mais que l'on n'arrive pas à éradiquer. En présence de médecins psychologues, de professeurs en toxicologie, médecins du sport, athlètes d'élite, ainsi que des journalistes. Le thème avait pour but de sensibiliser sur les risques de la consommation de drogue et des produits dopants sur la santé des jeunes, mais aussi ses retombées néfastes sur la société. Avec le témoignage poignant de l'ancien champion Ali Saïdi Sief, qui raconte sa descente aux enfers après les mondiaux d'Edmonton au Canada en 2001. Les présents à ce forum ont essayé d'expliquer les raisons qui poussaient certains à user de ces produits pour réussir, mais aux dépens de l'éthique du sport et des risques qu'ils encourent sur le plan sanction, mais surtout sur leur santé. Alors aujourd'hui, la question que l'on se pose, à qui la faute? L'augmentation des exigences du sport mondial et l'accumulation des compétitions, ou bien l'envie à tout prix d'être champion? Le dopage, c'est vraiment un fléau. Le dopage et les drogues actuellement, les jeunes sont plus exposés à ce fléau, plus qu'avant. Donc mon conseil, c'est le travail et l'assiduité, et le sérieux, l'hygiène de vie surtout. Si on veut atteindre nos objectifs, c'est vraiment, il faut juste le travail.
beaucoup de travail, il n'y a pas d'autres raccourcis. Par rapport aux athlètes d'élite, par exemple, lors des grandes compétitions, quand il y a un championnat du monde, quand il y a une manifestation telle que les Jeux Olympiques, nous nous déplaçons dans des stages où il y a les équipes nationales et nous leur apportons des journées de sensibilisation, d'accompagnement. C'est quoi le dopage? Qu'est-ce que tu dois savoir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut ne pas faire? Parce que, l'athlète est responsable de ce qu'on trouve dans son corps. Se doper, c'est tricher. Donc nous, on lui apprend, on l'éduque. Le phénomène déjà est planétaire. Le phénomène de l'usage de drogue et des produits dopants. Parce qu'au fait, parfois, il faut faire la part des choses. Les produits dopants ne sont pas des drogues, parce qu'il y a confusion, notamment par rapport au dernier communiqué du ministère des Sports, par rapport au test négatif de drogue, qui est un prérequis pour avoir une licence pour la saison sportive 2025-2026. Il faut savoir que les drogues aussi sont des produits dopants. Il y a aussi la notion d'intégrité physique aussi, les méfaits. Moi, je suis toxicologue, donc les effets à long terme, parce que parfois on pense, ouais, j'ai pris telle substance, j'avais rien, donc je continue, je consomme, etc. On parle de toxicité chronique, il y a des effets, notamment, c'est des perturbateurs endocriniens, parce que la majorité, c'est des hormones. Donc il y a un problème de stérilité, d'infertilité, et j'en passe ça, il y a d'autres troubles hormonaux, des cancers, atteintes hépatiques, rénales, etc. Donc il faut faire vraiment attention. Une belle initiative pour tenter de freiner ou de mettre fin à ce fléau qui, au final, ne sert ni le sport, ni la santé de nos enfants et de nos athlètes. Et c'est ainsi que nous arrivons à la fin de cette édition. Bel après-midi avec la suite de nos programmes. À très vite.